Et on va en avoir une preuve avec Descartes, c'est le mot rationalisme, justement. Descartes va faire du rationalisme moderne, philosophique, le contraire du rationalisme scolastique. Alors justement, abordons un peu plus Descartes, c'est la deuxième partie de votre livre, et c'était sa lutte, sa confrontation avec Blaise Pascal. Alors, vous remettez en cause l'aspect rationaliste de la démarche de Descartes, pour lequel il est quand même connu. Absolument. Quand on dit on est cartésien, on est rationnel. C'est un abus total, parce que en fait, Descartes est un illuminé. C'est-à-dire que Descartes, en fait, quand il est... Alors, vous savez qu'il naît dans une famille assez aisée, qu'il fait ses études chez les jésuites, mais il a le choix entre la soutane et le sabre, comme on dit. Et il s'engage dans une armée protestante. Il s'engage avec le duc de Nassau. Alors, il s'avère que c'est un allié de la France, mais le duc de Nassau est un protecteur des Rose-Croix. Et quand Descartes se trouve en garnison, on est dans les années 1600. C'est avant la guerre, c'est ce qu'on a appelé la trêve de 7 ans, donc il est en Hollande, et il devient l'ami d'Isaac Beckmann. Et Isaac Beckmann, qui est un mathématicien, bon, Descartes étant évidemment un grand mathématicien, et Galilée aussi, je ne vais pas nier cela, hein, je parle de la déviation qu'ils peuvent avoir dans leur doctrine, mais évidemment ce sont aussi des scientifiques. Et Isaac Beckmann, Descartes rencontre Isaac Beckmann, et ensuite, quand il est à Ulm, donc en Allemagne, toujours en garnison, et il est toujours pas en guerre, et il rencontre un autre mathématicien qui s'appelle Faulhaber. Et Beckmann et Faulhaber sont des Rose-Croix. Et Descartes a lu les manifestes Rose-Croix, et il veut connaître des Rose-Croix. Alors, la plupart des historiens disent qu'il n'en a pas rencontré. Or, c'est faux. Descartes a rencontré des Rose-Croix, et on le sait par son premier biographe, qui est un abbé, qui est l'abbé Bellet, qui est son contemporain et qui est son défenseur, et qui explique que Descartes a rencontré des Rose-Croix. Et vous avez à ce moment-là, en 1619, c'est le fameux novembre 1619, où le fameux songe de Descartes. Vous savez que Descartes a une illumination, il croit recevoir un message du Saint-Esprit qui lui donnerait les formules mathématiques, le mécanisme sur lequel il va fonder sa philosophie. Et en vérité, cette illumination, c'est pas une illumination par le Saint-Esprit, c'est une illumination par des Rose-Croix. Et il va décrire 3 songes, donc que je décris en reprenant d'ailleurs une biographie de Descartes qui avait été faite au XIXe siècle, mais favorable à Descartes. Et on voit bien à travers ces 3 songes qu'il s'agit d'une véritable initiation. Oui. Donc Descartes, en fait, a été illuminé à Ulm. Et à ce moment-là, il va écrire ses ouvrages de philosophie en disant qu'il est catholique. Alors peut-être qu'il l'a sincèrement pensé, mais on l'a appelé le philosophe au masque. Vous savez que Descartes a été attaqué en 1937 et qu'à l'époque il a été défendu par les communistes. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est tout à fait logique, parce que l'aboutissement du cartésianisme, c'est l'athéisme, et c'est le matérialisme athée. Vous avez dans Descartes la première philosophie qui s'appelle idéaliste, mais vous avez aussi le matérialisme. À travers son premier idéalisme, il fonde un matérialisme. Donc Descartes est un illuminé, et on peut dire que sa méthode est une imposture, y compris si l'on se limite à la raison naturelle. C'est-à-dire que Descartes fonde le rationalisme sur un refus de la reconnaissance de l'objet. Les idées claires, ce qu'il appelle les idées claires, d'abord elles seraient égales dans tous les êtres humains, ça me semble très utopique, mais en plus elles sont innées, c'est-à-dire que contrairement à saint Thomas, vous savez que saint Thomas acceptait le critère de l'évidence, mais à condition que ça soit sous la contrainte de l'objet. Dieu a créé un objet que nous pouvons évidemment percevoir par les sens et sur lequel après notre intelligence peut réfléchir. Et donc l'objet nous apparaît évident, mais nous sommes sous la contrainte de l'objet que nos sens nous décrivent. Tandis que pour Descartes, l'évidence, elle est dans le sujet pensant. C'est un refus de l'objet et c'est un refus de la méthode scientifique. Donc ce que l'on appelle un rationalisme est en fait le contraire d'un fonctionnement normal de la raison.
Ça avait déjà été critiqué par Henri Massis, donc qui est un auteur qu'on a oublié, mais qui a écrit un livre aussi magnifique. Hélas, oui, ce sont des auteurs anciens, mais dans lesquels, enfin, il y a quand même une centaine d'années, on trouve des perles. Des petits trésors. Donc voilà le rationalisme de Descartes. En fait, vous savez que le fameux, alors je vais pas en être trop long, mais quand même, le fameux je pense donc je suis, c'est une inversion de la scolastique, c'est-à-dire c'est une inversion du rationalisme chrétien. Nous pensons je suis, c'est-à-dire Dieu m'a créé comme être. J'ai un être parce que Dieu m'a créé, donc je pense. Car Dieu nous a accordé la raison. Notre raison naturelle, elle est créée par Dieu. Elle n'est pas dans la nature, elle est créée par Dieu. Tandis que pour Descartes, c'est le sujet pensant qui va créer l'être, le fameux sujet pensant. Je suis, non, je pense, ma propre pensée contribue à créer mon être propre. Et des disciples de Descartes vont aller plus loin. C'est-à-dire que dans cette logique, on va dire, donc, à partir de ce moment-là, je suis, donc je crée le monde. Je deviens le créateur à la place de Dieu. L'homme va prendre la place de Dieu comme créateur. C'est ça, c'est un retour du péché originel. Descartes, en fait, transcrit en philosophie le péché originel d'Erasme. On est dans la même suite, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La Renaissance, c'est imposture. On est dans la suite du péché originel humaniste. Péché d'orgueil, le péché d'orgueil. Et donc, si vous voulez, c'est un refus en vérité de la méthode. Et Descartes dit encore pire, pardon, je termine là-dessus, c'est que il dit « je pense Dieu, donc Dieu est ». Ça veut dire Dieu n'est pas un être avant que je le pense. Donc Dieu devient une représentation anthropomorphique, et à partir de ce moment-là, il devient un fantasme, et on pourra nier Dieu. Dieu n'a plus d'être. Donc, si vous voulez, ça c'est Descartes. C'est du pur subjectivisme. Pur subjectivisme. Et Descartes a été enseigné au 19e siècle dans les séminaires. Ah oui. Je veux dire, c'est ahurissant, pardon du terme. C'est très grave. Donc, si vous voulez, il faut revenir aux sources. Moi, j'ai fait une critique de Descartes en fonction du rationalisme, je dirais, même limité à la raison humaine. C'est-à-dire même sans faire référence à la révélation. Descartes n'est pas du tout rationnel. Donc quand on dit qu'on est cartésien, on est dans un langage qui est le contraire, une inversion de la réalité. Descartes n'est pas du tout rationnel. C'est un illuminé. Ben oui, vous avez donc... Et il a rencontré des Rose-Croix, évidemment. Vous avez évoqué cette sentence célèbre, je pense, donc je suis, et puis vous disiez qu'il menait un double jeu ou qu'il était masqué, mais c'est sa devise officielle. Oui, Larvatus pro Deo, j'avance masqué. J'avance masqué. Ça devrait quand même mettre les gens sur leur garde. Et à la fin de sa vie, alors il va à la fin de sa vie, il va. Vous savez qu'il est appelé après à la fin de sa vie par la reine de Suède, et il va en Suède, mais en fait il avait été invité par l'héritière du Palatinat. Et il va en Suède, et là encore, c'est l'abbé Bellet qui nous l'apprend, c'est-à-dire son biographe. Et il va en Suède, en fait, pour persuader la reine, non pas pour la convertir. Vous savez que la reine de Suède se convertit au catholicisme, mais c'est pas sous l'influence de Descartes, c'est sous l'influence de son professeur. Et elle est d'ailleurs obligée de laisser son trône, parce que les protestants n'admettent pas qu'une Vasa puisse devenir catholique. Bon, et elle finira à Rome. Pas nécessairement très bonne chrétienne, d'ailleurs. Mais Descartes est allé là-bas pour la persuader de soutenir le Palatinat. C'est-à-dire l'État où les Rose-Croix avaient le pouvoir. Et il quitte l'armée il est dans l'armée quand il y a la fameuse bataille de la Montagne Blanche, et à ce moment-là, il doit poursuivre les armées protestantes, et il démissionne. Et à ce moment-là, il aurait très bien pu écrire en France. Il revient à Paris où on l'accuse d'ailleurs d'être Rose-Croix. Il le dénie, mais il ment. Il dit qu'il n'en a pas rencontré alors qu'il les a rencontrés en étant 23. Et après, il va vivre en Hollande. Et un catholique qui vivrait en Hollande à cette époque-là, c'est inimaginable. Ils sont tous persécutés. Donc si vous voulez, il n'est pas catholique. Ouais. Donc vous avez encore des auteurs qui disent qu'il est catholique, il n'est pas catholique. C'est un menteur, c'est le philosophe au masque. Donc un auteur l'avait appelé ainsi au XXe siècle, professeur Leroy à l'époque, qui était d'ailleurs un initié au demeurant, qui était un franc-maçon, mais il avait bien démasqué Descartes. Donc Descartes n'est pas rationnel et Descartes n'est pas un philosophe chrétien. Et ça sera prouvé par toute sa descendance. Alors, bon, on va peut-être attaquer un gros morceau, mais
Quand on parle de République des Lumières, bien sûr, on parle de... On a digressé là, pardonnez-nous. Non, c'est moi qui t'ai amené sur ce terrain-là. Quand on parle de République des Lumières, qui a donné lieu donc à l'anti-France, là j'utilise tes termes, on parle bien sûr d'intellectuels, notamment de philosophes du XVIIIe siècle. Et je voulais te demander quelle est ta position par rapport à la philosophie, à la démarche philosophique? Parce que lorsque tu as parlé de Descartes, j'avoue que j'ai un peu tiqué. Parce que je fais beaucoup de mal à l'humanité, Descartes. Mais alors justement, je voudrais que tu exposes ton point de vue là-dessus, parce que les gens ont du mal à... En fait, et moi je m'inclus là-dedans, en quoi quelqu'un qui prône la raison et la rationalité peut être quelqu'un Mais l'Église a toujours prôné la raison. Hein. L'Église a toujours prôné la raison. Le plus grand exégète d'Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein. Descartes n'a pas prôné la raison. Mais qu'est-ce que tu reproches à la démarche de Descartes, en fait? Descartes a prôné une raison qui déborde de son vase. Ouais. C'est ça que je le reproche. Et en fait, Descartes, si tu veux, a contribué au mouvement d'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme a commencé avant Descartes. L'humanisme a commencé avant Descartes. Et Descartes a poussé cette logique anthropocentriste, oui, je dirais à son paroxysme quasiment, puisque Descartes, qu'est-ce que c'est? Descartes, c'est le doute. Descartes doute de tout. Ceci est peut-être une voiture. J'ai l'impression que c'est un verre, oui. Mais Descartes va te dire, tu peux douter, hein. C'est peut-être une voiture, tu vois. Ouais. Ou alors c'est peut-être un aspirateur, on ne sait pas. Hein. Ou un cocotier, tu vois, ça s'appelle... Donc Descartes doute de tout. Moi, j'ai aucun problème avec le doute, à condition que, une fois que j'arrive à la certitude de la vérité, et à l'évidence de la vérité, je pose la vérité comme vérité. Descartes, c'est le doute absolu. Donc Descartes, lui, en fait, si tu veux, il doute de tout, tout le temps, surtout. Il doute de tout sauf d'une chose, c'est qu'il existe. Oui. La preuve, c'est qu'il doute. Si je doute, c'est que j'existe. Et tu sais, il y a la fameuse phrase de Descartes, « Je pense donc je suis ». On ne lui attribue pas son sens véritable. « Je pense donc je suis », ça sous-entend que pour être, il faut penser et donc être intelligent. C'est pas ça que ça veut dire « je pense donc je suis ». C'est-à-dire, je pense, c'est donc la preuve biologique, physique, matérielle que j'existe. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la vérité première pour Descartes, ce n'est plus la révélation, ce qu'on appelait la cause première en philosophie. La cause première avec Descartes, c'est j'existe. En fait, la cause première, c'est moi. C'est mon petit moi. Voilà. Donc même à travers la preuve de l'existence de Dieu qu'il a essayé de mettre en avant, tu penses que... En fait, selon Descartes, tu penses que Descartes est un athée qui l'a dit avec les mots de l'époque. Non. Descartes nous dit, de mémoire, c'est dans les méditations métaphysiques. Oui. Il est important de démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Oui. Non. Quand tu as la révélation, non, je suis désolé. Donc s'il fait ça, c'est qu'il a un dessein autre. Et admettons qu'il n'ait pas ce dessein autre, il n'a pas mesuré la portée de ses propos, et sa philosophie est coupable pour moi. C'est tout. Et qu'on ne nous dise pas que Descartes a inventé la raison, c'est absolument faux, quoi. Tout le temps. Mais même dans le... Toi, tu ne comprends pas, on est très haut là, mais tu comprends pas la volonté scientifique d'essayer de prouver ce qui ne se voit pas? Mais bien sûr que si, je la comprends. En quoi c'est pas ça Descartes. Mais en quoi est-ce un défaut humain? Mais parce que quand tu auras compris, mais c'est pas ça le défaut de Descartes. Parce que Descartes, quand tu auras compris le truc démontré scientifiquement, il va te dire, mais attends, c'est un aspirateur. C'est peut-être un aspirateur, ce verre-là. C'est ça. Le cartésianisme, c'est le doute total. Et c'est le doute total qu'on tente de compenser par un surcroît de raison. Et on n'explique que le monde par la raison. Non, il faut articuler, pour comprendre le monde, il faut articuler la raison et la foi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne te vend que la raison et on a une société d'abrutis. Hein. D'accord. Il faut le dire. Hein.